Chapitre 3. Le baptême de l'air. Suis tes pas sur le monde où l'horizon t'attire, l'enfant prodigue avec des gestes de satire. Nul avertissement, douloureux ou moqueur, ne prévaut sur l'élan funeste de ton cœur. Tu flânes à travers périls et ridicules, avec l'irresponsable audace d'un Hercule. Paul Verlaine. En 1947, Cherif Reddam avait 20 ans. La paix retrouvée, l'économie française reprenait peu à peu son souffle après 5 ans de guerre contre le nazisme. L'Algérie se remettait du massacre du 8 mai 1945. Sous l'égide du général Marshall, les États-Unis d'Amérique avaient proposé un programme de reconstruction des pays européens sévèrement touchés par la guerre. Pendant ce temps, le gouvernement français, sous la présidence de Vincent Auriol, continuait sa guerre en Indochine et réprimait violemment les Tunisiens pour avoir déclenché une grève à Sfax. La cruauté verbale de Ras al-Hallouf, un salaire de misère, la difficulté de se nourrir et les conditions de logement déplorables pendant les 3 années passées dans le chantier de Oued Smar suffisaient à Cherif pour rendre son quotidien lugubre au point de devenir intolérable. Pour briser la monotonie pesante de son travail devenu routinier, il songea à quitter l'Algérie pour la France aussitôt qu'il en aurait les moyens. Quand Cherif Reddam se mettait quelque chose en tête, sa volonté d'aller au bout de son idée ne fléchissait que rarement et souvent après une multitude d'efforts aussi bien physiques qu'intellectuels. Quand il avait pris une résolution, il tergiversait peu tant les intervalles de ses ardeurs de jeune homme devenaient de moins en moins espacés. Par l'effet d'une volonté déterminante, vieille d'à peine un mois, il prit la résolution de quitter le chantier après une dispute avec Ras al-Hallouf. Cherif attendit de toucher son dernier salaire pour annoncer au chef de chantier qu'il quittait définitivement son poste. Incapable de prononcer une mauvaise parole, de dire des grossièretés, de manquer de respect à qui que ce soit avant de s'en aller, il avait lâché toutes les frustrations accumulées depuis les premiers contacts avec Ras al-Hallouf. Au mois de juin 1947, il retourna au village chez ses parents où, bien entendu, il trouva un refuge assuré et un confort familial douillet. Cherif passa quelques semaines au village sans s'accoutumer à languir toute la journée. Il avait l'impression que son esprit dépérissait jusqu'au jour où il rencontra à Michelet, Amara, un cousin éloigné qui venait passer ses vacances estivales dans son village natal. « Tu n'as qu'à venir avec moi à Paris ? Là-bas, il y a du travail pour tout le monde, et il n'y a pas ou très peu de gens comme Ras al-Hallouf. » Sans savoir pourquoi, par un pressentiment, je savais que ma décision était prise, mais je devais quand même réfléchir et en informer mon père. Après une nuit durant laquelle de multiples soucis l'empêchèrent de trouver le sommeil, le 21 septembre 1947, il quitta ses parents. J'étais heureux de changer d'air, de partir à la découverte de l'au-delà des mers. J'étais vraiment insouciant des choses de la vie qui m'attendaient dans ce monde inconnu. Le 22 septembre, il se présenta à l'aéroport pour l'embarquement à destination de Marseille. À l'époque, il n'y avait qu'un seul comptoir d'enregistrement et toutes les formalités s'effectuaient manuellement. Il y avait peu de monde, tous des Français, sauf moi. En fait, je crois qu'il n'y avait pas d'autres voyageurs à part ceux prévus, me dit-il, comme s'il pensait à l'incomparable cohue et à l'immensité des aéroports d'aujourd'hui. L'enregistrement effectué, Cherif Reddam fut partagé entre une anxiété de plus en plus forte à l'idée d'être entre ciel et terre et la curiosité de voler dans un avion. Il levait souvent la tête pour regarder passer ce mystérieux grand oiseau dans le ciel de Oued Smar. J'avais hâte d'approcher l'appareil pour pouvoir comparer son envergure aux avions que je voyais voler en altitude. J'avais hâte d'être à l'intérieur. J'avais hâte de découvrir des sensations intenses au moment du décollage. J'avais hâte de voir la Terre de là-haut, à quelques milliers de mètres d'altitude. Mais j'avoue que j'avais aussi peur de ces fameux trous d'air que tout le monde redoutait. Il me confia aussi, d'un air légèrement nostalgique, voire même rêveur, qu'il n'avait pas et n'avait jamais eu la phobie de l'avion. L'embarquement eut lieu sans encombre. Le bimoteur d'Air France était bondé, pas un siège vide. L'avion décolla en fin de matinée. Claustrophobe, Cherif avait hâte d'atterrir à Marseille et de quitter l'appareil. Durant le vol, il fit abstraction du désagrément des courants d'air terriblement froids, de ce sentiment de confinement à la limite du supportable, et essaya tant bien que mal d'écarter l'idée d'un accident d'avion, souvent fatal à tous les passagers. Après environ 2 heures de vol et quelques frayeurs causées à tous les voyageurs par la traversée impressionnante des différentes couches de nuages, l'avion se posa. Dès que j'ai compris que l'avion roulait sur la terre ferme, j'ai été rassuré, content d'être enfin à Marseille, me dit-il, d'un ton un peu moqueur. Alors qu'il était convaincu d'être arrivé à la destination prévue et se croyant au bout de ses peines, il entendit prononcer le nom de Perpignan. Il se renseigna et à sa grande déception, qu'il exprima par un simple soupir, il suivit les quelques passagers et monta dans le bus à destination de la gare Saint-Charles à Marseille,
où il passa quelques heures avant de monter dans le prochain train à destination de Paris. Le trajet vers Paris se fit de nuit et sans histoire. À part le bruit incessant des rails, la pression acoustique à l'entrée des tunnels, la fatigue et la confusion de mon esprit. À tous les points de vue, ce fut le pire voyage de ma vie. À l'arrivée vers 9h, j'étais l'un des premiers à sortir de la gare de Lyon. Il faisait beau. Ma première surprise fut la vision réduite du ciel, limitée par la hauteur des immeubles. Mon sac sous le bras, une fois à l'extérieur, je ne savais que faire. J'ai avancé de quelques dizaines de mètres au hasard de la direction que me fit prendre mon instinct, pour me retrouver sur le pavé du boulevard Diderot. Je suis entré dans un café, un peu contrarié par l'incertitude, redoutant l'inconnu. Pendant une bonne demi-heure, j'ai réfléchi à tout et à rien en même temps. Toujours inquiet et anxieux, j'observais les passants déambulant sur les deux trottoirs, pas du tout pressés ni soucieux. Je fus également surpris par la diversité culturelle de la population parisienne, que je découvrirai plus tard comme la plus hétérogène de celle des villes françaises. Je me souviens avoir comparé les terrasses de café à une scène de théâtre où les clients pris collectivement semblaient être acteurs d'une pièce que la vie leur faisait jouer. J'aimais bien observer ce spectacle varié. À chaque table, il y avait quelque chose qui se tramait, quelque chose de tragique qui se révélait à travers l'émotion des interprètes. Ce n'est pas tout. Attiré par cette étrangeté et l'impression que tous les piétons allaient au gré de leur volonté, alors j'ai décidé de faire comme eux, de marcher sans savoir où j'allais, ni pourquoi, mais peut-être pour exercer mes jambes ankylosées par l'inactivité des 48 heures de voyage. Tout semblait gigantesque, comme la largeur de l'artère entre la gare de Lyon et la place de la Bastille. La diversité des coiffures des dames et leurs habits me laissèrent comme éberlué. J'ai pensé aux habits simples de nos pauvres mamans, une robe et un foulard, les plus fortunés pouvant se permettre une fauda. Depuis, mon admiration s'est continuellement accrue chaque fois que je pensais à elles, à leur remarquable patience et à leur innocence. Ce n'est pas un hasard si je leur ai témoigné toute mon affection dans mes chansons, me dit-il toujours avec cette humble simplicité que je lui ai trouvée dès notre première rencontre. Il s'arrêta quelques secondes, et au moment où j'allais lui poser une autre question, il reprit tranquillement. Je ne pouvais marcher 50 pas sans m'arrêter devant une vitrine de bijouterie éclairée ou un magasin de vêtements d'une beauté et d'un style qui m'émerveillaient. Quel contraste avec l'extrême pauvreté de nos villages. Ma deuxième surprise a été de constater l'absence des traces de la guerre. Je m'attendais à voir un Paris dévasté par les combats, comme la ville de Caen que j'avais vue en photo. Vers midi, quand j'en ai eu assez de mon errance, j'ai demandé la direction de Saint-Denis. À ce propos, je dois ajouter une troisième agréable surprise, la courtoisie des Parisiens, du moins de ceux à qui j'ai demandé de m'indiquer le chemin. Ils étaient naturellement aimables. Quand je les remerciais, ils répondaient toujours par « Je vous en prie ». Cette phrase me donnait l'impression d'être bien plus qu'une politesse, mais un respect que les Français de chez nous, comme Ras El Halouf, semblaient ignorer, probablement par mépris envers tous ceux qui n'étaient pas européens. Pendant notre conversation, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il évoquait cet homme et son passage au chantier de Wetzmar, tout semblait le répugner et en quelque sorte, il semblait haïr cet épisode de sa vie. D'ailleurs, il ne s'attarda pas trop sur ce sujet et revint au périple de son premier jour à Paris, que je trouve courageux. Il y a quelques années, continua-t-il, j'ai essayé de refaire le même itinéraire, mais arrivé à la place de la Bastille, j'ai été incapable de me souvenir du boulevard que j'avais pris. En fait, à l'époque, j'ai cru que toutes les grandes artères se ressemblaient. C'est en fin d'après-midi que Chérif rejoignit les immigrés de son village, parmi lesquels il y avait plusieurs de ses amis. Il fut bien accueilli et installé dans une chambre modeste qu'il partagea avec 3 autres Kabyles de sa région. Pour la première fois de sa vie, Chérif Reddam allait dormir sur un sommier et un matelas avec un oreiller. Une semaine à peine après son arrivée, il trouva un emploi de magasinier dans la fonderie Seine-et-Sartre à Saint-Denis. Le jeune homme était heureux d'avoir un poste dans un milieu où la brutalité des mots qu'il avait connus à Wetzmar était inexistante. Le travail était rude, mais, une fois accoutumé, il y passera 5 années comme ouvrier spécialisé grâce à l'atmosphère amicale qui régnait entre les ouvriers dont la plupart étaient nord-africains. Pendant les premières semaines, j'ai souffert du surménage, tant j'ai voulu prouver que je pouvais m'adapter à la dureté excessive du travail. À la fin de certaines journées, quand je sortais de l'entreprise, je tenais à peine sur mes jambes. J'étais comme mort de fatigue. Dès le retour au foyer, je tombais sur mon lit et plongeais dans un sommeil profond. Il y avait des soirs où j'étais tellement épuisé que j'oubliais de me restaurer. Mais grâce à Dieu, après quelques mois, je me suis habitué à la cadence imposée par l'entreprise, me dit-il en soulignant que la génération d'aujourd'hui a de la chance d'avoir une existence aussi douillette,
même si elle lui paraît moins heureuse que la nôtre. Et la musique dans tout ça, quand l'as-tu commencé, lui demandai-je. Oh, fit-il, la musique est venue petit à petit. En fait, j'aurais pu ne pas en faire du tout si je n'avais pas eu la chance de rencontrer un certain nombre de jeunes ouvriers comme moi. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'ils étaient plus marocains qu'algériens. C'est tout à fait par hasard qu'un jour j'ai entendu au rez-de-chaussée de notre foyer des chants traditionnels accompagnés par une guitare et par une derbouka. Un soir, alors que la musique et les chants parvenaient jusqu'à notre chambre, je me suis invité. La sympathie qui est née avec ce groupe a fait que j'y retournerai une autre fois et je finis par y être présent tous les soirs. Je me suis involontairement détaché de mes amis villageois pour m'acheminer vers ce bonheur qu'allait me faire découvrir le luth, conclut-il. Sherif Reddam dévorait des yeux les doigts du guitariste et du jeune Abdelrahman manipulant la derbouka avec une dextérité séduisante. Au début, je fredonnais timidement avec eux. Je m'amusais, je passais le temps, puisque les jeux de société, le domino et la ronda ne m'intéressaient pas du tout. Je prenais plus de plaisir à chanter et écouter la musique, quelle que soit son origine. La voix de Sherif semblait avoir progressivement rempli leur tête, avec des accords et des harmonies qu'ils écoutaient, en convenant qu'il avait quelque chose de spécial. Quant à lui, il avança modestement, en profitant de ce succès, sans jamais oublier les mélodies et les échos de ses montagnes natales, ainsi qu'en témoigna ultérieurement la chanson Odjurdjura, la forme de ses sommets inoubliables, la générosité de son oxygène et la pureté de son air. Il s'imposa vite comme la coqueluche du petit cercle de copains. Mais il était bien sûr inconscient de l'inégalable talent qu'il possédait par rapport à ses nouveaux amis musiciens amateurs. Désormais, l'attraction exercée par la chanson s'amplifiera de jour en jour, quoiqu'il n'ait eu la moindre ambition, ni la moindre idée de faire carrière dans cette noble profession. Il surprendra tout son entourage par sa voix et ses dons de musicien et de poète. Dans son quartier, bon nombre d'observations et de rumeurs circulaient sur un certain artiste qu'il fallait voir et écouter. Certains Kabyles allaient jusqu'à affirmer qu'ils avaient là un génie de la chanson et un virtuose de la musique, n'ayant d'égal que Slimane Azem ou Cheikh Al-Hasnaoui. Certains le comparaient déjà au célèbre chanteur et compositeur Farid Al-Atrash.
صراجو نعيش نتمنى من الليل نجعل كل شادي غديلو سلكاس الحب نتسمين زغنا نصر والو زغنا نصر والو وننشر بينا سحرين آذن يوان تكحبين وصرير باشوط الليل وسناتي تمعدين وأمد الخير يدبر فلك الجرح ظليم فلك الجرح ظليم تسود الواد سمير تسود الواد سمير وسناتي للدمع يديم أهل الخير يدبر بلك الجرح ظليم بلك الجرح ظليم تسد الواد سمير تسد الواد سمير